Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire du Laboria qui est dédié donc à l'exploration des impacts de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. On est ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour vous présenter les premiers travaux du Laboria, vous présenter ce laboratoire et puis pour échanger avec vous. Je me présente. Je suis Julia Savalli, donc je suis chargée de la communication du programme IA à l'INRIA et notamment de la communication du Laboria. Et aujourd'hui, je suis là pour accompagner les intervenants et les participants pendant ce webinaire. Pendant ce webinaire, on va vous parler donc du Laboria, qui est un laboratoire de recherche-action qui a été lancé par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités et INRIA en 2021. C'est un laboratoire qui est centré sur l'analyse des impacts de l'intelligence artificielle sur le travail, l'emploi et les compétences. On va aujourd'hui commencer par une présentation du Laboria par ses partenaires fondateurs, le ministère du Travail puis INRIA. On verra ensuite donc, les activités et les différents travaux du Laboria qui seront présentés par le directeur scientifique, Ian Ferguson. Et ensuite, on fera un focus sur les travaux publiés récemment concernant la première zone d'expérimentation qui s'appelle le Laboria Exploré, qui a duré plus de 2 ans. Et puis, on gardera un temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'onglet Livestorm qui s'appelle Questions. Vous pouvez y poser au cours du webinaire toutes les interrogations que vous avez. Et puis, à la fin, on réunira les intervenants pour y répondre. Sans plus attendre, je donne donc la parole à Magali Bounet, qui représente aujourd'hui donc, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités en tant qu'adjointe de la mission Anticipation et Développement de l'Emploi et des Compétences. Magali, c'est à toi. Merci Julia, bonjour à toutes et tous. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir ce webinaire dédié au Laboria dans sa phase 1, notamment Laboria Exploré. Et peut-être quelques mots d'introduction et de contexte. Finalement, le Laboria, c'est quoi? Julia l'a un peu évoqué. Il est né dans la droite ligne du rapport Villani. Ce rapport préconisait la mise en place d'une tête chercheuse, observatrice des impacts de l'IA sur le travail. Et c'est bien l'objet du Laboria. Le Laboria, c'est d'abord un laboratoire de recherche-action qui est né d'un partenariat entre le ministère du Travail et INRIA, un partenariat pour 5 ans, 2021-2026. Et son objectif, c'est bien d'être dans une démarche scientifique et fondée sur les observations de terrain et pour observer les impacts de l'IA sur l'emploi, les compétences et de pouvoir éclairer les décideurs et notamment les décideurs publics. Et c'est bien ce matin cette phase d'observation qui vous est présentée, cette phase d'observation, d'investigation de terrain à travers le Laboria Exploré et l'étude qu'a réalisé Matrice. Le Laboria est maintenant dans une deuxième phase, une phase un peu plus opérationnelle et d'outillage et donnera lieu à d'autres travaux. Le Laboria, c'est un partenariat avec le ministère du Travail et l'INRIA, mais il ne travaille pas seul. À travers ces instances de gouvernance et des COMEX sont associés des personnalités qualifiées et des partenaires sociaux. À travers les différents groupes de travail qui se mettent en place, c'est aussi d'autres partenaires, d'autres ministères et un partenariat qui est continuellement élargi. Je remercie l'ensemble des contributeurs à ce webinaire, qu'il s'agisse des équipes du ministère du Travail et d'INRIA. Je vous remercie d'être aussi nombreux derrière vos écrans pour votre écoute. Et sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Michel Lefebvre, qui est directeur de programmation IA chez INRIA. Jean-Michel. Merci Magali, bonjour. Je me présente, Jean-Michel Lefebvre, je suis à INRIA responsable du programme IA après avoir passé beaucoup de temps dans le monde du privé, dans des entreprises qui intégraient de l'IA. Voilà, donc bonjour à tous, merci encore une fois d'être venus si nombreux. Pour nous, c'est pour tous ceux qui ont travaillé au Laboria depuis 4 ans, je pense que c'est à la fois une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité, parce que de fait, on se rend compte que on a un rôle à jouer dans cette problématique. Parce que dire que l'IA joue un rôle de plus
plus en plus important dans le monde du travail. On le voit partout, dans tous les journaux, à la télé, etc. Dire qu'il nous faut maîtriser, tout le monde le dit aussi. Mais comment aller plus loin? Comment travailler sérieusement et scientifiquement sur ces points-là? C'est vraiment l'enjeu du Laboria. Magali l'a un peu dit, mais je vais essayer de le replacer aussi le Laboria dans le contexte de l'Institut. Le Laboria, c'est un objet extrêmement important pour INRIA, parce que INRIA prétend, et je crois quand même être à la pointe des recherches en IA en France avec d'autres, mais finalement ne pas observer, étudier, tenter de comprendre comment l'intelligence artificielle est utilisée dans le monde du travail, comment elle devrait l'être, comment faire en sorte qu'elle soit au service de tous, en n'excluant personne, en déqualifiant personne. C'est extrêmement important aussi pour les scientifiques qui travaillent sur l'IA, sur la recherche en IA proprement dit. Alors le travail du Laboria passe par un travail de recherche sur le terrain, c'est un travail de recherche aussi sciences humaines, mais c'est un travail qu'on veut mener avec rigueur, sans s'arrêter à l'écume des choses, sans s'arrêter à une vision très médiatique, mais vraiment ancrée dans la réalité et suffisamment longue aussi sur le temps, malgré la rapidité à laquelle le monde de l'IA bouge et le monde en général bouge, pour appréhender à la fois les évolutions de la technologie, mais aussi les évolutions des personnes et des organisations autour de ces nouvelles technologies. Je pense que Yann et Emmanuel vous présenteront ça encore mieux que moi tout à l'heure. Comme je l'ai dit, recherche de travail, il est pluridisciplinaire. On voit que petit à petit, il faut arriver, et on le fait, à impliquer aussi des chercheurs en IA, des chercheurs en interface homme-machine, en cybersécurité, pour faire en sorte que les futurs systèmes d'IA intègrent finalement les besoins, les préoccupations éthiques ou autres, les contraintes des personnes et des organisations. D'où, pour nous, l'importance et l'intérêt du Laboria dans l'activité de l'Institut. Le Laboria fait partie du programme IA d'INRIA, dont j'ai l'honneur de m'occuper, à côté d'autres objets comme le PEPR, certains d'entre vous connaissent peut-être, le PEPR IA de recherche, le partenariat mondial sur l'IA, le développement de composants IA comme Scikit-learn, etc. Et à travers, on voit bien, le regroupement de tous ces objets, eh bien, il y a interaction, enrichissement mutuel, et c'est vraiment pour penser l'IA de demain au service de tous. Et à travers ça, le Laboria, dans sa nouvelle phase, a vraiment l'ambition de développer une large communauté d'acteurs, de chercheurs, d'utilisateurs, d'intégrateurs, de concepteurs, de partenaires sociaux. On prétend absolument pas tout faire, loin de là. On prétend pas avoir la vérité vraie, mais on veut pouvoir essayer de coordonner et d'animer tout ça pour lui donner plus d'écho, plus de force. Et le fait que vous soyez, alors, à l'heure actuelle, 139 personnes connectées, c'est vraiment important pour nous. Ça prouve que ça peut marcher, cet aspect communauté, et qu'il suffit de faire maintenant. Voilà, je donne la parole à Yann, qui est directeur scientifique du Laboria depuis ses débuts, et je remercie encore. Merci beaucoup Jean-Michel, et merci à tous, à toutes et à tous d'être là. Effectivement, j'ai l'honneur d'être le directeur scientifique du Laboria, dont je vais vous présenter quelques éléments avant que Emmanuel puisse vous présenter les grands résultats de la première zone d'exploration du Laboria. Donc ça a été dit notamment par Magali, les faits qui sont sur le berceau du Laboria, c'est d'abord le rapport Villani qui avait préconisé la mise en place d'une tête chercheuse pérenne sur la transformation du travail suite à l'introduction de l'intelligence artificielle, mais aussi ce qui a produit, je dirais, l'ultime accélération, ça a été le fort engagement en tant que membre fondateur de la France, fort engagement au sein du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, autrement appelé GPAI, qui a un groupe Futur du travail et qui a commencé à engager des travaux dans le cadre d'une conversation mondiale qui réunit maintenant une trentaine de pays sur un certain nombre de domaines, dont le futur du travail, avec un des groupes de travail qui portait sur la construction d'un catalogue mondial de cas d'usage réel de l'intelligence artificielle au travail, avec vraiment cette idée de pouvoir caractériser des situations de travail.
Donc finalement, cette convergence de cette préconisation déjà ancienne, hein, de mars 2018, et puis du lancement du partenariat mondial autour notamment de cette activité de collection de cas d'usage réels, eh bien, a largement influencé la philosophie du Laboria. Donc le Laboria a été Je vous prie de nous excuser, on a eu une ouais, petite coupure, mais on va reprendre. voilà, vous m'entendez à nouveau? C'est Voilà, parfait. ça risque de se reproduire. Et donc voilà. Et ça s'est reproduit plus vite que prévu. On va voir si Yann arrive à avoir une connexion stable. C'est pas un problème de connexion, c'est un problème d'intégration dans le webinaire. Vous m'entendez à nouveau? Tout à fait. Donc, lancé en novembre 2022, avec comme objectif, hein, de créer ce centre de ressources et d'expérimentation sur l'IA dans le milieu professionnel. Et donc, vous voyez là la signature de la convention. Donc, ce qu'on a fait assez rapidement, c'est mettre en place un séminaire scientifique avec différents chercheurs français et internationaux pour regarder ce qui se faisait et puis trouver dans un premier temps ce qui pourrait être la véritable valeur ajoutée, hein, du Laboria par rapport à la recherche qui se faisait. Et ce qu'on a rapidement identifié, c'est que l'essentiel des recherches était mené par des économistes avec pour objectif en priorité d'évaluer plutôt le nombre d'emplois fortement exposés. C'était une approche centrée sur l'emploi, avec l'idée de regarder quel pouvait être le volume d'emplois potentiellement détruits et potentiellement transformés. Donc on avait cette approche d'économiste très centrée sur l'emploi et beaucoup basée sur une capacité de prédiction de l'impact de l'IA sur le futur du travail. Et ce que cela nous a amené à plutôt nous positionner, à privilégier dans un premier temps en tout cas, un positionnement sur le travail et notamment mettre le Laboria en capacité de caractériser des situations de travail instrumentées par l'intelligence artificielle. On était à ce moment-là avant l'arrivée de l'IA générative et l'approche dominante de l'introduction de l'IA dans les environnements de travail, c'était le fait d'employeurs qui, avec leurs équipes, identifiaient des opportunités d'intégration de l'IA dans une activité et ce qu'on appelle le cas d'usage de l'IA avec de l'IA au travail, avec des approches plutôt verticales, basées sur une recherche d'optimisation, voire d'automatisation de tâches à l'intérieur d'un métier. Généralement, avec du côté de l'organisation, plutôt la promesse d'un gain de productivité et du côté du travailleur, la promesse d'une libération de tâches dites à faible valeur ajoutée, euh, parfois caractérisées comme étant pénibles, répétitives, routinières, avec voilà, une espèce de charge comme ça qui est de dire que ces tâches-là, finalement, sont les moins intéressantes et éloignent ou éloigneraient, hein, on peut le dire au conditionnel, le travailleur, celui qui a ces tâches, des tâches qui l'intéressent le plus, les tâches à plus haute valeur ajoutée, les tâches qui donnent du sens à son travail. Donc, une double promesse pour l'organisation de gains de productivité, pour le travailleur, une promesse de libération, quelque chose de prométhéen, de d'amener le travailleur à pouvoir se concentrer sur des tâches plus épanouissantes, sur des tâches qui feraient davantage sens dans son travail. Donc, on a construit une un outil, hein, d'exploration, un outil d'observation autour d'un certain nombre de concepts que j'ai mis entre guillemets, qui ne sont pas des concepts propres, hein, au Laboria, mais qui sont repris dans la littérature avec la question de la valeur travail. Vous reconnaîtrez la plupart d'entre vous, les auteurs, hein, qu'on retrouve derrière. Le travail bien fait, la qualité empêchée, pouvoir faire un beau travail, l'algocratie, hein, l'idée. Je reviens. L'idée que les algorithmes pourraient piloter le travail, la justice au travail, le travail sans l'homme, le travail réel, contact, hein, le fait qu'on a un travail immédiat, en référence notamment aux travaux de Matthew Crawford, l'acceptabilité pratique, hein, le fait qu'on aurait une acceptabilité non pas sociale, mais une acceptabilité en situation, parce que ça fait sens pour le travailleur. Et donc très vite, l'idée, ça a été de partir de cas d'usage réels
Partir de cas d'usage réels avec cette notion qui nous a un peu inspiré au départ, en tout cas, de capacité, hein, c'est-à-dire de se poser la question, qu'est-ce qu'un travailleur est capable de faire et d'être au temps de l'IA au travail, vraiment centré sur l'expérience de travail pour les travailleurs. On a décliné ça autour d'un certain nombre de grands principes extrêmement classiques pour observer les situations de travail, avec une typologie, je dirais, qui a angulé notre travail sur le terrain. Regarder le travail sous l'angle des relations humaines, sous l'angle des responsabilités, sous l'angle du sentiment de surveillance et de contrôle, sous l'angle de l'autonomie, sous l'angle du savoir-faire et évidemment sous l'angle de la reconnaissance, c'est-à-dire une typologie finalement très classique pour caractériser à la fois ce que certains vont appeler la qualité de vie au travail, mais aussi la qualité du travail, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire du bon travail, qui est un enjeu évidemment très très fort en termes de bien-être au travail. Et donc l'idée, à travers ces grands thèmes classiques, c'était précisément de maintenir les repères de la communauté qui observe depuis des années la question des conditions de travail, mais de regarder comment ces grands critères peuvent potentiellement être réactualisés et réinterrogés. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on est sur des sujets classiques ou est-ce que l'intelligence artificielle porte un renouvellement de ces questions? Et si oui, comment les qualifier? Quelles sont ces nouvelles questions à l'intérieur de ces, ou alors ces nouveaux termes à l'intérieur de ces anciennes questions? Alors, cette démarche de terrain, hein, a été, très largement confiée à Matrice, qui, a été l'opérateur, de Laboria Explorer, hein. Laboria Explorer, c'est le nom que l'on donne à ces 2 premières années, d'observation, qui ont été menées, avec cette idée qu'on serait assez large dans notre vision, tout en rentrant par cette porte d'entrée, du cas d'usage. Et maintenant je vais, confier à Emmanuel de Matrice, le soin d'exposer les principaux résultats qui ont été, mis dans le rapport, hein, que vous pouvez lire aujourd'hui, le rapport et sa synthèse communicante. Et donc, Emmanuel, à toi la parole pour nous présenter les grands enseignements de Laboria Explorer. Merci Yann. Bonjour à tous, enchanté. Donc Emmanuel, je suis le directeur général délégué de Matrice et j'ai pu suivre avec toute mon équipe le projet Laboria depuis ses débuts. Aujourd'hui, je vais vous partager à la fois quelques résultats et puis on essaiera de garder un peu de temps aussi pour vos questions. Je pense que c'est important au-delà de l'enquête et des résultats dont vous avez pu prendre connaissance et dont on va aborder les grandes lignes, de pouvoir échanger sur ces sujets. Et c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Je vois qu'on est passé à presque 150 participants depuis le début de ce webinaire. Donc pour commencer, je vais faire peut-être un petit rappel sur quelques chiffres autour de ce Laboria Explorer. Donc, Laboria Explorer, c'est 3 séminaires de sensibilisation à l'IA au cours desquels on a pu aussi à la fois transmettre un certain nombre de choses sur les impacts de l'IA et la question de l'IA au travail, mais aussi nous mesurer un peu plus quelles étaient les préoccupations de travailleurs. On a fait au tout début de ce programme un sondage auprès de 250 personnes qui nous ont donné des chiffres assez intéressants et en réalité encore assez d'actualité, puisque dernièrement Talent a proposé un baromètre de l'IA et les chiffres qui ressortaient étaient relativement cohérents par rapport à ce que l'on avait envisagé. Et puis on a tout au long de ce travail du Laboria et puis dans les derniers mois participé à de nombreuses présentations aussi de ces résultats en entreprise et en organisation publique. En septembre 2022, on a organisé un important 2023, pardon, un important colloque scientifique qui a réuni près de 200 personnes et je pense qu'il était un moment important. Yann l'a bien dit, ce projet Laboria, il s'inscrit aussi au cœur d'un écosystème. Il s'inscrit au cœur de travaux qui préexistent et qui iront aussi travailler après le Laboria sur ce sujet. Donc c'était important pour nous d'ancrer ce travail au sein d'une communauté scientifique et au sein de débats dans la littérature qui ont déjà cours. Et puis enfin, le principal travail qui nous a permis de sortir ces enseignements, c'est aussi toutes ces heures d'entretien, d'observation terrain qui ont été analysées. Et en réalité, c'est à la fois 6 terrains d'observation, 6 monographies chez des acteurs privés ou publics qui avaient déployé
des projets d'intelligence artificielle, de déploiement d'intelligence artificielle. Et c'est aussi une enquête longitudinale auprès de 10 dirigeants qui s'est répercutée donc en 3 séances d'entretien au fur et à mesure du temps et de déploiement de projets qui nous ont permis de prendre tout ça en compte. Au-delà des résultats de la synthèse et du rapport que Yann a évoqué, vous trouvez aussi 7 épisodes de podcast qui permettent d'explorer, de vulgariser aussi un certain nombre d'éléments sur l'impact de l'IA au travail, d'élargir peut-être le scope de la recherche que l'on a conduite. Et pour continuer, je voudrais dire peut-être une chose importante. Ces enquêtes, elles nous ont montré et elles ont abouti à l'identification d'un conflit de rationalité. C'est un conflit qui n'est pas nouveau, qui préexiste dans le travail, mais qui nous a semblé particulièrement intéressant dans ce cadre de l'évaluation et de l'étude de l'impact de l'IA sur le travail pour plusieurs raisons. En réalité, l'employeur, lui, il va chercher systématiquement à avoir des objectifs atteints au travers de ces déploiements, donc des objectifs qu'on a pu mesurer. Typiquement, la réduction des risques d'erreur correspond pour 81% des motivations des déploiements de systèmes d'IA, l'amélioration des performances du salarié 75% et la réduction des tâches fastidieuses 74%. Donc ces indicateurs, qui sont des indicateurs et des objectifs à la fois de productivité, de sécurité, de réduction de l'erreur, ou des objectifs aussi de QVT et de RSE dans cette question des tâches fastidieuses que Yann a évoquées, c'est en réalité un versant de la situation de travail qui s'oppose, ou en tout cas qui peut se confronter aux autres dimensions que Yann a évoquées, la responsabilité, l'autonomie, la reconnaissance, le rapport au collectif et les savoir-faire qui sont au cœur de l'engagement et du sens que l'on trouve dans son travail. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a dit qu'il y avait potentiellement un conflit de rationalité entre une rationalité qu'on va appeler gestionnaire et une rationalité du travail réel ou du travailleur, on va se poser la question de savoir comment est-ce que finalement la discussion autour de ce conflit et de ces situations de travail peut se solder par l'obtention d'un compromis de rationalité. Et c'est pour ça que dans le cœur de ce rapport et de cette synthèse, on met en avant cette question de la recherche du compromis de rationalité, parce qu'il nous semblait vraiment primordial pour les entreprises et pour montrer aussi l'importance de la casuistique et de la singularité de chaque organisation, de se dire que il n'y a pas finalement de solution unique ou de symétrie totale des situations d'une organisation à l'autre. Et ça veut dire que dans la recherche de ce compromis de rationalité, on va pouvoir se retrouver face à deux situations. Soit d'un côté, on obtient des configurations qui sont aliénantes ou qui vont aboutir au rejet de l'IA. Et c'est finalement ce qu'on a connu beaucoup ces 10 dernières années sur les projets d'IA et les projets d'automatisation en règle générale. C'est les circonstances dans lesquelles la rationalité gestionnaire met trop de côté la rationalité du travail réel et n'est pas en capacité de trouver ce fameux compromis et d'obtenir une configuration capacitante. Une fois qu'on a dit ça, configuration aliénante, configuration capacitante, ça peut sembler un peu obscur, de même que lorsqu'on dit mettre l'humain au cœur, ça peut sembler un peu obscur. Et donc on a essayé d'identifier un peu plus précisément quels étaient finalement, au-delà des objectifs affichés, les possibilités, les configurations dans lesquelles on allait pouvoir trouver des solutions. Avant de rentrer dans les différents types de configurations aliénantes ou capacitantes qui sont toutes référencées et mentionnées en détail dans le rapport, ce conflit de rationalité, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin et il projette dans l'organisation tout un tas de difficultés. Il projette à la fois des dissonances cognitives, puisque l'intelligence artificielle va à la fois être l'assistant à qui on délègue des tâches, donc une IA dans une logique plutôt servile, et puis un outil un peu concurrent, parce qu'on se rend compte que parfois, il n'y a qu'un pas entre un système où l'outil finalement va produire un résultat satisfaisant qui m'aide et le moment où finalement l'outil va faire un meilleur travail que moi et menacer mon emploi. Donc cette dissonance cognitive amie et demie avec le système est un des premiers phénomènes que le conflit de rationalité induit. Le deuxième que l'on pourrait évoquer, c'est ce qu'on a appelé l'empowerment paradoxal. C'est-à-dire que c'est la situation dans laquelle le développement d'un système d'IA peut à la fois révéler les savoir-faire humains
et puis en même temps montrer que certains peuvent être mieux exécutés. C'est-à-dire que vous allez avoir des savoir-faire dont on va mesurer peut-être la complexité ou la difficulté à les automatiser, et en même temps, sur d'autres plans, proposer des performances supérieures. Ça, c'est des situations que nous, on a observées au-delà des terrains du Laboria dans beaucoup d'organisations. Et je pense que c'est vraiment un point important, Yann le mentionnait tout à l'heure, sur la question des tâches répétitives. L'automatisation systématique des tâches répétitives ou fastidieuses, ça peut être, je dis bien ça peut être dans certaines circonstances, une rationalité essentiellement gestionnaire et pas forcément du travailleur. Pourquoi? Parce que très simplement, aujourd'hui, on est confronté à des tâches de plus en plus complexes, des tâches où on considère que l'humain a une plus forte valeur ajoutée. Pour autant, il est difficile à l'être humain, qui est un être biologique, qui a aussi des limites et une capacité cognitive limitée, eh bien, de ne faire que du complexe. Et on a besoin, dans son travail, de trouver ces équilibres-là. Et c'est un point important de ne pas systématiquement aller viser des outils ou des systèmes qui vont permettre de supprimer toutes les tâches redondantes ou répétitives, mais bien de mesurer quelle est la place de ces tâches dans l'identité professionnelle du travailleur et dans ses équilibres au travail. Et ça, on l'a mesuré un grand nombre de fois. Ensuite, dans les autres effets que l'on peut voir et que l'on a identifiés, il y a ce qu'on a appelé le paradoxe de la performance, c'est-à-dire c'est le moment où la productivité du travail se retourne contre le travailleur lui-même dans la charge de travail effective et une utilité relative qui diminue. C'est-à-dire que si l'outil permet d'être plus productif, eh bien, quelque part, la charge peut augmenter et ça ne devient plus seulement une automatisation, mais ça peut créer une intensification du travail au-delà de créer juste un soulagement dans la tâche. Et enfin, peut-être dernier phénomène que je voudrais mettre ici en discussion, c'est ce qu'on a appelé le paradoxe de la facilitation. C'est-à-dire que la simplification et le soulagement du travail ne sont pas mécaniquement une bonne nouvelle. Et donc, c'est ce que j'évoquais avec les tâches répétitives qu'il ne convient pas toujours d'automatiser et sur lesquelles il faut avoir un regard critique aussi sur la pertinence de les automatiser, qui est primordial selon nous. Donc, dans les configurations aliénantes, et là, je vous encourage vraiment à aller creuser dans la synthèse pour projeter chez vous à quoi cela fait référence. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a des configurations aliénantes où vous allez avoir typiquement un effet de contentement. C'est-à-dire que le système va vous proposer une solution et comme elle est généralement plutôt bonne, eh bien vous allez vous en satisfaire. On voit beaucoup ça chez les profils qui sont pas forcément experts et qui vont se satisfaire. Aujourd'hui, je prends un exemple que l'on connaît tous bien. ChatGPT va vous proposer un plan de réunion, une synthèse, et manquant d'esprit critique, vous allez vous en satisfaire. Cet effet de contentement, il est assez finalement négatif pour le travail et pour la qualité du travail, et donc il peut amener à des configurations aliénantes. Un autre exemple, ça va être typiquement l'excès de prudence. Typiquement, la confiance aveugle dans un système, ça vous amène à suivre davantage, voire trop, les résultats. À l'inverse, la crainte systématique va faire que vous allez tout redoubler et que finalement, quand le système va vous proposer une solution, vous allez le mettre en cause et donc vous allez vous retrouver dans des configurations qui ne sont pas forcément efficaces. Et puis je passe, puisqu'il faut quand même parler aussi des situations positives, plutôt aux configurations capacitantes, donc en cas de succès d'obtention de ce compromis de rationalité, où la rationalité gestionnaire et la rationalité du travail réel ont réussi à se rencontrer, vous allez avoir typiquement des phénomènes qu'on va appeler d'augmentation-sécurisation, c'est-à-dire que le travailleur va se trouver augmenté parce qu'il va être sécurisé dans un certain nombre de responsabilités qu'il est amené à prendre. Le système va pouvoir confirmer ses diagnostics, le système va pouvoir valider ou revalider ses documents pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et dans ces cas-là, ça peut être vécu de manière très positive. Je vous donne un autre exemple. Typiquement, vous allez avoir des scénarios positifs dans ce qu'on va appeler des augmentations-rationalisation. Alors, augmentation-rationalisation, vous me direz, ça fait un peu plus rationalité gestionnaire que rationalité du travail réel. Et pour autant, c'est une augmentation que nous, on va appeler d'égalité, c'est-à-dire qu'elle va harmoniser les processus de travail et les aptitudes professionnelles entre les salariés, ce qui va rendre plus facilement exploitable les résultats qu'on va obtenir, le travail en équipe. Et donc, c'est tous les types de systèmes, par exemple, où vous allez avoir une correction de la nomenclature utilisée.
ce qui permet à la personne qui arrive après dans le processus de travail de récupérer un travail homogène et donc de créer moins de frustration. Ça va être des systèmes, globalement, où vous allez avoir une production moyenne des effectifs et des gens qui occupent un métier et un emploi qui va être lissé, ou en tout cas qui va être ramené à un niveau cohérent au sein d'un groupe de travail, d'un collectif, ce qui va permettre une plus grande pérennité aussi de l'activité. Donc, j'évoque pas toutes les situations qui puissent être aliénantes ou capacitantes. Évidemment, elles sont infinies, elles présentent une variété infinie aussi dans leur réalité. Encore une fois, je rappelle à votre attention et vraiment au cœur de nous ce que l'on a observé, c'est qu'on peut évaluer des situations qui se répètent ou que l'on observe de manière récurrente. Pour autant, l'obtention de ce compromis de rationalité, l'obtention de cette meilleure synthèse entre l'humain et la machine, elle reste très propre à chaque organisation. Et donc, on a élaboré une première trame qui appelle à être appropriée par chaque organisation de ce qu'on a appelé le processus de recherche du compromis de rationalité, qui est un dialogue social-technologique, si vous voulez, ou un dialogue professionnel-technologique du déploiement de l'IA, où l'enjeu est dès le départ de définir finalement les objectifs des deux rationalités. Donc à la fois celle du travailleur, à la fois celle de l'organisation, et d'outiller ce dialogue social-technologique par la définition de ces objectifs dans un premier temps, par l'analyse du travail et de l'anticipation des risques. Et là, on peut se servir, et c'est un travail qu'on a aussi conduit avec Yann, avec le soutien de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, on peut aussi venir évaluer les risques a priori en venant mesurer les impacts sur la reconnaissance au travail, sur les savoir-faire, sur l'autonomie, la surveillance, etc. Ensuite, on peut passer à ce temps de conception, fort de la compréhension des enjeux du travail, des risques perçus, des garde-fous à mettre en place autour de la manière dont on va vraiment designer le parcours et l'intégration de cette solution dans l'organisation et l'articulation avec le travail. L'expérimentation ensuite peut se poursuivre avec une discussion continue des effets sur le travail de cette expérimentation, de cette technologie, parce qu'on voit bien, même si on déploie, même si on a expérimenté, même si ça fonctionne à un instant T, vous avez aussi dans le temps des évolutions. Dans les configurations que j'ai pas évoquées, il y a des effets de perte de compétences, typiquement que vous pouvez avoir. C'est pas parce que vous avez des experts qui sont capables d'utiliser un outil à un instant T et pendant plusieurs années que la génération d'après va savoir développer les mêmes expertises et le même esprit critique. Peut-être qu'ils vont tomber dans une situation où ils vont se satisfaire de ce que proposera l'IA, l'effet de contentement dont je parlais tout à l'heure, alors qu'il faudrait pouvoir remettre en cause un certain nombre de résultats, les interroger. Et puis, ce qu'on mentionne aussi dans la prise en compte des inattendus, c'est deux effets. Les effets dominos, puisque certaines modifications à un endroit peuvent aussi cascader et avoir des effets à d'autres endroits dans l'organisation. Typiquement, dans un processus de production, si une étape devient fortement plus productive, l'étape d'après, est-ce qu'elle est en capacité aussi d'absorber ce surcroît de productivité, davantage de données à traiter, davantage de cas de figure et de situations à appréhender pour l'organisation. Et puis des effets papillons, parfois on bouge une situation de travail à un endroit et puis ça a des effets ailleurs. Je donne souvent l'exemple de l'hôpital. Nous, on est intervenu parfois dans des hôpitaux où quand vous bougez quelque chose dans un service, vous résolvez une situation à un instant T, vous placez un patient dans un service ou un autre. En fait, vous pouvez avoir des effets papillons, c'est-à-dire que sans vous en rendre compte, le fait d'avoir bougé quelque chose de l'organisation va se répercuter sur d'autres cadres de travail, d'autres salariés qui ne font pas du tout le même métier, qui n'avaient peut-être pas du tout les enjeux en tête. Et donc, c'est ce que Reynaud appelle la régulation locale et la régulation conjointe, d'où l'enjeu d'avoir ce dialogue social-technologique, cette recherche collective du compromis de rationalité pour éviter justement ces effets de modification à un endroit donné d'une organisation, d'un travail, d'une activité qui pourrait se répercuter ailleurs. Donc,
Euh, j'en ai fini des premiers résultats et on va avoir un peu de temps aussi pour l'échange. Euh, Juste pour que vous ayez bien en tête, vous avez plusieurs ressources disponibles. Il y a évidemment les épisodes de podcast qui sont disponibles à la fois sur toutes les plateformes de podcast et sur le site du Laboria. Les différents rapports que vous pouvez y retrouver, à la fois de l'enquête longitudinale, du questionnaire quantitatif et évidemment la synthèse dont j'ai présenté les résultats aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi, évidemment, suivre les réseaux sociaux du Laboria sur LinkedIn, notamment, du ministère, évidemment, d'INRIA, de Matrice. Et puis, je vous ai aussi indiqué les noms des personnes qui publient régulièrement et qui ont participé à ce Laboria Explorer. Donc, Jean Condé, qui a travaillé avec nous sur le sujet, moi, évidemment, et Yann Ferguson, qui est peut-être le plus prolifique et le plus actif sur LinkedIn d'entre nous. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Yann, je te repasse la parole peut-être pour un mot sur la suite et puis on prendra ensuite Ouais. vos questions avec Yann. Merci beaucoup, merci Emmanuel pour cette synthèse sur ces 2 premières années, hein, de Laboria Explorer. Par rapport au schéma, hein, qui vient d'être montré, première chose, ceux qui sont dans la réflexion depuis des années sur l'introduction de nouvelles technologies dans les environnements de travail, ont peut-être vu des choses assez récurrentes, hein, par rapport à ce qu'ils ont pu déjà observer lorsqu'il s'agissait de numériser, d'intégrer des nouveaux outils de gestion. Ce qui est intéressant par rapport au contexte actuel, hein, de l'introduction de l'IA dans les environnements de travail, je mets de côté l'usage de l'IA générative dans les environnements de travail, ce qui est aujourd'hui encore quelque chose de particulier. Mais dans les terrains que l'on a vus et au regard de la maturité du sujet aujourd'hui, c'est que il y a quand même, il faut le savoir, un taux d'échec très important des expérimentations d'introduction de l'IA dans les environnements de travail. On parle généralement d'à peu près 10 à 15% des solutions qui sont réellement déployées. Et devant, d'un côté, ce taux d'échec important et de l'autre, les très fortes attentes que l'on a vis-à-vis de l'IA au travail, eh bien, il y a un espace malgré tout, qui est réel pour échanger avec les porteurs de ces projets, pour les amener à évoluer vers ces dynamiques de dialogue social technologique qu'Emmanuel a décrites. Il y a une fenêtre d'opportunité, probablement pour porter des sujets qui sont probablement portés par certains d'entre vous depuis des années, mais qui sur l'IA eh bien, a une très forte actualité, notamment au regard de ce très fort taux d'échec dans le déploiement. Donc, il y a voilà, il y a une fenêtre d'opportunité pour porter ces sujets à nouveau et une écoute qui me semble particulièrement forte de la part des porteurs de projets. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait qu'il y avait peut-être des nouvelles questions, hein, qui pouvaient émerger sans prétendre à être exhaustif, quelques spécificités, hein, qu'on pourrait dégager de l'IA par rapport à d'autres technologies. Tout d'abord, Emmanuel l'a bien dit, le caractère dynamique et empirique des technologies par rapport à des organisations qui sont plus habituées à avoir des technologies dites déterministes, hein, qui se programment, qui se paramètrent et qui, après une petite période de réglage, eh bien, délivrent une performance statique et généralisable. Là, on a des situations extrêmement évolutives, extrêmement itératives, qui déstabilisent énormément les collectifs de travail, hein, que ce soit les travailleurs ou que ce soit leurs responsables, leurs managers, de voir ces solutions qui ont besoin d'entraînement, qui ont des biais, peuvent halluciner, comme on le dit dans le cas de l'IA générative, un nouveau vocabulaire de la machine qui démontre à quel point on a des systèmes qui sont différents en ce qu'ils sont empiriques et apprenants, hein, et donc quelque part leur caractère dynamique. Deuxième chose, la façon dont on interagit avec ces systèmes, qui peut, être différent de la façon dont on est habitué à interagir avec, notamment des logiciels, par exemple. On se rapproche de plus en plus d'interactions dites en dialogue naturel, même s'il y a toute une littérature pour dire que ce dialogue n'est pas si naturel. Mais précisément, il y a des nouvelles manières d'interagir avec les machines qui, modifient le rapport du travailleur avec ces outils et puis à travers ça, les dynamiques de collectif de travail. Et puis, bien sûr, il y a ces questions éthiques plus ou moins abordées avec plus ou moins d'intensité par les organisations, mais qui sont malgré tout toujours abordées. Et dans le rapport, vous verrez qu'il y a des organisations qui ont décidé d'aborder le sujet de l'IA d'abord en première ligne par l'éthique pour essayer
d'animer ce dialogue social technologique. Donc voilà trois grandes familles de différences, hein, le caractère dynamique, la façon dont on interagit et les enjeux éthiques qui sont très forts sur le sujet de l'IA. Je voudrais maintenant, enfin sous forme d'ouverture, et aussi parce que ça fera probablement l'objet d'un second webinaire ou d'un deuxième webinaire en tout cas en 2024, qui est la suite du Laboria, puisque nous avons renouvelé le partenariat INRIA, ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, pour maintenir et je dirais même intensifier ces travaux du Laboria. Donc 3 axes et des partenariats. Le premier axe qui va continuer cette approche par ce côté exploratoire et ce côté étude, mais cette fois-ci par une entrée plus sectorielle, avec 2 secteurs qui retiennent particulièrement notre attention, l'IA dans la logistique et la production et l'IA dans les industries culturelles et créatives. 2 secteurs qui ont un niveau de maturité par rapport au sujet très différent, hein. On considère que l'IA dans la logistique et la production, on a déjà plusieurs années d'antériorité, d'expérimentation, et donc là, on peut vraiment faire un bilan et puis un état des lieux de ce qui est engagé aujourd'hui, avec probablement, par exemple, un focus qui sera mis sur les usages de l'IA dans la maintenance prédictive. Et puis les IA dans les industries culturelles et créatives, où là, on a clairement un sujet émergent, notamment à travers la montée de l'IA générative. Et cette montée de l'IA générative devrait exposer particulièrement ce secteur, alors même qu'au début des années 2010, on faisait notamment de la créativité une compétence frontière, presque barrière à l'introduction de l'IA dans un métier, en disant que plus un métier sollicitait ce qu'on appelait l'intelligence créative, moins il serait exposé à l'IA. Et évidemment, cette hypothèse méthodologique qui a été très déterminante dans les travaux des économistes entre les années 2010 et 2017, eh bien, doit être réexplorée à l'aune de l'accélération de l'IA générative. De manière générale, hein, vous le savez, l'arrivée de l'IA générative a profondément modifié la temporalité du sujet en le faisant passer à une certaine échelle, hein. L'échelle des cas d'usage était plutôt de moins de 1% des travailleurs français qui pouvaient dire qu'ils travaillaient avec l'IA. Et l'arrivée de l'IA générative semble avoir amené, selon les études, hein, le taux de travailleurs utilisant l'IA au travail à entre 15 et 20%. Voilà, en France. Même si on ne connaît pas le nombre d'utilisations de chacun de ces travailleurs, on a en tout cas, on sort d'une niche, hein, qui était d'une réserve qui était, enfin, de réserve d'usage qui était plutôt sur les grands groupes ou les grandes administrations. Et là, on a, je dirais, une forme de, entre guillemets, démocratisation du sujet, avec une grande différence, hein, c'est que les moins de 1% étaient des initiatives d'employeurs, là où le 15-20% actuellement sont plutôt des initiatives d'employés. Donc, évidemment, on aura ça en toile de fond, sachant que nos 2 grands niveaux de questionnement sur ces secteurs, et c'est le cas de toutes les études que l'on fait, c'est les conditions de travail, hein, ce sont les conditions de travail, l'impact sur les conditions de travail, et puis aussi les enjeux de compétences et de formation qui accompagnent l'introduction de ces systèmes d'IA. L'axe 2 porte sur des études plus transversales, c'est-à-dire qui ne vont pas concerner un secteur en particulier, mais davantage tous les secteurs, avec un accent particulier qui sera mis sur l'IA dans les tâches de recrutement et la question de l'IA et de l'inclusion. Sur l'IA dans les tâches de recrutement, nous travaillons en articulation évidemment avec l'appel à manifestation d'intérêt, enfin l'appel à projet de recherche qui a été lancé par la DARES, que j'espère que certains d'entre vous vont candidater. Et l'idée n'est pas de dupliquer le travail des chercheurs qui vont se positionner sur cet appel, mais plutôt de regarder ce que l'on peut amener comme valeur ajoutée. Et notamment, un premier travail sera probablement un travail de recensement des solutions utilisées et de caractérisation de ces solutions d'un point de vue de l'intelligence artificielle. Sur l'IA et inclusion, beaucoup de sujets nous intéressent. On est encore en train de les définir avec les groupes de travail qui vont avoir pour mission, hein, d'animer ces recherches. L'IA et inclusion, on va regarder notamment comment l'IA peut être utilisée pour embarquer des chercheurs d'emploi qui seraient un peu au bord du chemin, quoi, comme on dit, mais aussi comment certaines solutions peuvent, par design, être plus inclusives. Voilà un peu le type de sujet que l'on peut se poser. L'axe 3
essaie de vraiment passer à l'échelle sur l'ambition initiale, qui est de faire du Laboria un centre de ressources. L'idée est de regarder comment le Laboria peut être un espace où des acteurs de l'écosystème travail, emploi, formation peuvent trouver des ressources pour faciliter leur entrée dans le sujet de l'introduction de l'IA dans les environnements de travail, parce que souvent une des un des retours que l'on a, c'est on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Ouais, donc là, l'idée de ce centre de ressources, c'est de proposer quelques petits bouts par lesquels prendre le sujet pour faciliter l'opérationnalisation, mais pas simplement l'opérationnalisation de ce qu'on appelle traditionnellement l'accompagnement au changement, mais bien plus une opérationnalisation, c'est-à-dire quelles questions peuvent se poser, comment qualifier ces questions, et l'idée, c'est vraiment voilà, encore une fois, de proposer une boussole, pour s'orienter dans ce sujet qui, d'un côté est complexe et de l'autre fait l'objet de presque trop d'informations et trop d'actualités un peu partout, si bien que on a du mal à se repérer dans cette grande quantité d'études et d'informations que l'on peut entendre. 2 dimensions, l'opérationnalisation des résultats du Laboria exploré. On vient de faire un webinaire sur ces résultats, mais l'idée, c'est de regarder ce que l'on peut tirer du rapport qui a été produit en matière de ressources opérationnelles, de telle façon à ce que, encore une fois, les acteurs de terrain puissent trouver de manière plus simple qu'un gros rapport d'une centaine de pages, les ressources nécessaires pour les aider à aborder ce sujet-là. Et puis sur la deuxième dimension, l'opérationnalisation de la nouvelle feuille de route, c'est-à-dire ce que l'on va produire en termes de recherche, comment on peut valoriser ces résultats sous la forme de sorties opérationnelles, mais également comment on peut valoriser des résultats qui ne sont pas euh, les résultats de la feuille de route, de nos propres productions, mais qui sont les résultats de vos résultats à vous, ceux qui sont notamment engagés dans la recherche et dans la recherche opérationnelle sur le sujet de l'IA au travail. Tout à l'heure, Walter nous a évoqué une étude en cours, une enquête qui était faite dans le cadre d'un master. L'idée, c'est de regarder justement comment le Laboria peut être un vecteur de valorisation des initiatives de recherche, des initiatives de traduction des recherches en outils opérationnels, la façon dont on va définir le scope de ce que l'on peut valoriser en tant que Laboria, c'est-à-dire en tant qu'entité du ministère du Travail et d'INRIA, est encore en cours de construction, notamment avec le groupe de travail qui est dédié à cet axe-là. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir aussi valoriser les travaux qui sont menés à l'extérieur du Laboria, mais qui sont guidés par le même ADN, par la même inspiration, par les mêmes objectifs d'intérêt général que du Laboria. Et puis enfin, nous mettons en place des partenariats avec pour le moment plutôt des ministères ou des entités du ministère, mais probablement par la suite des institutions, peut-être aussi des entreprises qui veulent faire du Laboria un de leurs partenaires pour mieux appréhender ce sujet de l'IA au travail. Et donc, dans le cas de ces partenariats, on peut parfois être à l'intérieur de la feuille de route ou on peut être en dehors de la feuille de route, au sens où on va aller traiter des sujets qui ne sont pas encore clairement identifiés dans la feuille de route. Dans le cas de ces partenariats, eh bien, on va mettre en place des équipes dédiées pour produire des recherches qui ne peuvent être considérées comme des travaux que pourraient faire des bureaux d'études ou des bureaux de consultants, puisque l'idée, c'est qu'un partenaire qui travaille avec Laboria va accepter que l'ensemble des résultats, des enseignements des études qui sont menées sur son cas d'espèce soient partageables, soient diffusables, c'est-à-dire finalement puissent alimenter cette recherche d'intérêt général que l'on essaie de mettre en œuvre avec le ministère du Travail. J'en ai terminé. Julia, à toi pour animer la dernière session. Merci beaucoup Yann. Je vais inviter tous les intervenants à nous rejoindre sur scène pour répondre aux quelques questions qui nous ont été posées. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on va voir ce à quoi on peut répondre dans le temps imparti. Pour commencer, une première question.
un peu large sur finalement, dans les processus qui ont été étudiés d'intégration de l'IA dans les entreprises, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les projets d'IA par rapport à des projets d'automatisation comme on a pu le voir par le passé? Peut-être que Yann, tu veux commencer à Ouais. répondre? Je crois que je l'avais un peu anticipé en préliminaire de ma dernière intervention, hein. Effectivement, il y a des choses que l'on retrouve qui sont récurrentes. Le conflit de rationalité n'est pas apparu avec le sujet de l'IA au travail. On le retrouve dès les premières démarches de rationalisation du travail. On le retrouve évidemment dans tous les travaux qui ont été menés sur les outils de gestion. Donc, notre but n'a pas été de dire qu'on avait découvert quelque chose de nouveau, mais plutôt de caractériser la façon dont l'introduction de l'IA pouvait poser ce sujet en de nouveaux termes. Je pense que les trois grandes dimensions, hein, que j'ai pu évoquer, le caractère dynamique, le caractère interactif, les nouvelles formes d'interaction qu'il peut y avoir, et puis les enjeux éthiques sont déjà des choses qui sont assez spécifiques, hein. Sur l'IA, j'ai pas souvenir depuis une vingtaine d'années que je fais de la recherche sur les outils numériques qu'il y ait eu à ce point de débat sur l'éthique des outils numériques dans les entreprises auparavant, alors que là on voit les groupes certains groupes que l'on a interviewés, hein, ont tous mis en place des groupes de travail éthiques, ont construit des chartes éthiques, ont construit des comités éthiques indépendants. On voit bien que on aborde ce sujet différemment. Ce qui peut émerger aussi parfois, c'est des conflits de valeurs que l'on peut retrouver dans les situations de travail, avec parfois des visions qui vont diverger entre un manager qui peut clairement exprimer la volonté de libérer ses collaborateurs d'un certain nombre de tâches. Et Emmanuel l'a dit dans le paradoxe de la facilitation, hein, parfois un refus de voir la tâche facilitée pour différentes raisons, hein, qui peut être ce qui est facile n'a plus de valeur. Le fait de revendiquer une capacité à gérer une difficulté que les autres ne pourraient pas être en capacité de gérer. Et puis, ce qui devient facile est moins différenciant aussi. Si toutes les tâches deviennent faciles, comment je construis mon parcours d'expertise? À nouveau, des sujets qui sont pas encore totalement innovants, hein, mais qui se reposent avec voilà, des nouveaux termes. Merci Yann. Je vois qu'on a eu beaucoup de questions. Je vais essayer de trier un peu au fur et à mesure. Il y a quelques questions sur le compromis de rationalité aussi. Comment est-ce que dans l'étude est impliquée la chaîne de responsabilité? Et pour lier avec une autre question aussi, la question de ce conflit de rationalité et dans la phase de recrutement. Donc voilà, je vous fais un petit package pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Vas-y Emmanuel. Non, mais on peut répondre tous les deux. Alors, si je comprends bien la question, alors au moins sur la question du recrutement, la difficulté que vous avez dans ces configurations, c'est que ça vient percuter le travail et ce qui est vécu en tout cas comme fondamental dans le travail. Je prends un exemple très précis, la question du recrutement, mais dans le recrutement, il y a beaucoup de questions éthiques aussi qui viennent se poser. Et, je pense que le contexte français est particulier par rapport à d'autres contextes, notamment américains ou d'autres contextes plus anglo-saxons où c'est beaucoup plus accepté. Mais il y a un enjeu à discuter de ce qui fait le cœur du métier du RH par rapport à l'enjeu de performance. Et aujourd'hui, ce que l'on voit en tout cas comme comme ligne de crête sur les sujets de recrutement, en tout cas là de manière très empirique. On n'a pas fait d'études sur le sujet, c'est très empirique, mais c'est qu'il y a un endroit où ça peut fonctionner, c'est quand ça permet au RH de réduire ses biais à lui et que l'outil reste à sa main. C'est-à-dire d'avoir une confirmation que les choix qu'il fait sont bien des choix objectifs et ne sont pas pétris du fait que quand on a fait une grande école, on est plus sensible au signal sur le CV grande école, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est un sujet en France qui est très,
très difficile et les RH ont beaucoup de mal à se positionner sur le sujet, notamment pour ces questions éthiques. Et donc nous, ce qu'on voit, en tout cas, et là je parle pour Matrice, pas forcément au nom du Laboria, c'est qu'il y a un enjeu à trouver des situations dans lesquelles on est plutôt dans l'augmentation-sécurisation, et c'est une configuration qui marche particulièrement bien que dans d'autres types d'agencement avec le travail et le système. Yann, je te laisse compléter. Ouais, peut-être voilà, un exemple sur les configurationnalités et l'importance que l'environnement socio-organisationnel peut avoir, parce que parfois on a beaucoup tendance à se concentrer sur la solution, c'est la solution qui dominerait le travailleur, c'est la solution qui remplacerait le travailleur, c'est la solution. En fait, voilà, on a étudié notamment une solution qui vient assister un métier qu'on appelle les boroscopeurs. Les boroscopeurs c'est un métier qui consiste à regarder l'état de certaines pièces d'avion qui sont difficiles d'accès. L'usage de l'intelligence artificielle sur ce métier a été expérimenté sur 2 aéroports parisiens. Il s'avère que les 2 équipes de boroscopeurs avaient un mode de management antérieur à l'usage de l'IA totalement différent. Il y avait une équipe qui était plutôt sur un management directif et l'autre plutôt qui avait construit une culture d'équipe sur un management participatif. Et en fait, on s'est rendu compte que le même système dans la même activité était globalement adopté et non discuté dans celle qui avait un management directif. Parce que finalement, la solution n'était que presque le porte-voix du management déjà établi. Dans l'autre cas, on avait un management participatif et la solution a été vue comme une solution algocratique, hein, c'est-à-dire finalement une solution qui construit une directivité dans le travail là à l'encontre de la culture managériale antérieure. Donc on voit à quel point il est important de réinterroger ces solutions à l'intérieur d'une culture socio-organisationnelle déjà établie, hein, pour observer le configurationnalité non pas comme un configurationnalité générique et systématique qui est lié aux caractéristiques, pardonnez-moi, socio-techniques de la solution, mais bien la rencontre entre les caractéristiques d'une solution et un environnement de travail qui a déjà son histoire, qui a déjà sa culture. Donc parfois, cette dimension socio-organisationnelle va prévaloir en matière de configurationnalité par rapport aux caractéristiques intrinsèques de la solution. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'on a pu voir, notamment dans l'étude, et qui sont des résultats, je trouve, plutôt novateurs par rapport à des travaux que l'on pouvait voir plutôt centrés sur l'emploi. Et puis voilà, pour les solutions de recrutement, voilà, les travaux ne sont pas lancés, hein. On est actuellement en phase de définition de la feuille de route de ces travaux sur le recrutement. Donc on n'est pas en capacité, sauf sur quelques travaux qu'on a pu mener par ailleurs, mais le Laboria n'est pas en position de s'exprimer aujourd'hui sur, clairement en tout cas, et de manière construite et dense empiriquement sur la question du recrutement. Merci beaucoup. Le temps a filé. Peut-être une dernière précision, puisqu'on a eu pas mal de questions sur la manière dont les entreprises, les acteurs peuvent s'impliquer dans le Laboria. Peut-être que Jean-Michel, tu peux nous dire un mot à tout le monde sur la façon dont chacun peut prendre part au Laboria et à la façon dont le Laboria va fonctionner avec ses partenaires dans les années à venir. On ne t'entend pas, Jean-Michel. Pardon. La première recommandation pratique, parce qu'il y a beaucoup de questions pratiques, c'est effectivement de peut-être nous rééditer les questions, si c'est possible, sur le site du Laboria, et on s'engage à y répondre à tout le monde. La façon générale qu'on a de travailler, je dirais, elle est, comme on l'a dit, vraiment dirigée vers l'ouverture, et la nature de ce qu'on fait et l'ampleur des efforts qu'on a à faire, je dirais, il dépend de 2 choses. Il dépend, hélas, de contraintes budgétaires, c'est normal, parce que quand on fait un travail sérieux, ça coûte des choses. Et puis, il dépend aussi, effectivement, du fait que
les travaux qu'on est amené à faire correspondent bien à notre philosophie. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on est une société de service, en aucun cas, on est un cabinet d'engineering. On est là pour, par notre recherche terrain, alimenter le débat, faire avancer les choses et en particulier amener des résultats qui, comme ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, sont des résultats publics. Voilà. Mais avec ces deux critères, avec un nouvel petit outil dont on s'est doté cette année, qui nous a appelé un comité de sélection ou un comité scientifique, et là, effectivement, à chaque sollicitation qu'on reçoit, que ce soit des sollicitations pour travailler avec des gens, que ce soit des sollicitations pour donner des échos à leurs travaux qu'ils ont déjà pu mener avec d'autres partenaires, et ben, on va les regarder de très près et les sélectionner en fonction des critères que je vous ai indiqués. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur le site du Laboria. C'est la même chose aussi si vous souhaitez plus de précision. J'ai parcouru les questions sur certains aspects de notre feuille de route et de nos projets tels que l'a décrit Yann. Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci aux participants. Voilà, on a voulu avoir ce temps d'échange avec vous, un petit peu court au regard des questions, mais ce n'est que le début. On est pressé de continuer à échanger avec vous par email, en consultant notre site internet et puis peut-être à la rentrée avec d'autres webinaires Laboria si le contenu vous a plu. Voilà, on vous enverra la présentation, le support de présentation par email. Vous pourrez aussi regarder le webinaire en replay sans problème. Et surtout, on continue à échanger. Ce n'est que le début des travaux du Laboria. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.